Bonsoir à tous, bienvenue dans Théma. Ce soir, nous vous faisons pénétrer dans le monde mystérieux des lobbyistes. Beaucoup d'hommes, quelques femmes, élégants, souriants, très sociables et surtout rapides comme l'éclair pour dégainer leur carte de visite. Leur mission, rencontrer, gagner la confiance des puissants, ministres, parlementaires, dirigeants des institutions européennes, gagner leur confiance pour faire en sorte que les lois, les grandes décisions politiques servent ou au moins ne desservent pas les intérêts de leurs clients. Alors ce soir, nous vous proposons 2 films sur cette drôle de tribu. Dans un instant, coup d'envoi de notre soirée avec un voyage à Bruxelles, la capitale des lobbyistes, juste derrière Washington. Bruxelles où l'on recense 15 000 professionnels du lobbying. Quelques-uns défendent les intérêts de la société civile ou de certaines ONG, mais surtout l'immense majorité travaille pour de grandes firmes internationales. Ainsi, vous allez découvrir ce petit périmètre de Bruxelles où votre avenir, notre avenir se joue. Ce quartier moderne de la capitale belge où l'on trouve à la fois les sièges des principales institutions européennes et la vitrine bruxelloise de plusieurs multinationales, Philip Morris, Airbus, General Electric. Ce quartier, vous allez le découvrir notamment avec Pascal, un souriant lobbyiste qui défend notamment à Bruxelles les intérêts de la banque Barclays ou encore des assurances AXA. Vous verrez, Pascal est sympathique et surtout, il connaît tout le monde dans les couloirs de la Commission européenne. Alors on peut en sourire, lever les épaules, sauf lorsque l'on s'aperçoit que la dite commission reprend parfois mot pour mot les rapports que lui fournissent généreusement sur tel ou tel sujet nos lobbyistes. On est alors en droit de se poser la question, qui contrôle vraiment l'Europe ? Tout de suite, élément de réponse avec ce premier film, Bruxelles Business. Il est signé Friedrich Moser et Mathieu Littert. Nos 2 auteurs qui vous donnent également rendez-vous sur notre site arte.tv pour une initiative où il s'agit justement de vous faire entendre et de vous faire participer au grand débat européen. Alors à vous de cliquer, je ne vous en dis pas plus et surtout pour l'instant, bon film, à tout à l'heure. Ce programme vous est présenté en partenariat avec le Huffington Post. Allô ? Oui, bonsoir. J'aimerais parler à Raphaël, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas là. Écoutez, j'aimerais lui laisser un message pour demain. Je voulais simplement confirmer notre rendez-vous. Je suis Monsieur Kernaïs, Pascal Kernaïs, K-E-R-N-E-I-S. Oui, de l'European Services Forum, l'ESF. Nous avons rendez-vous demain, mais je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de confirmer. Je voulais donc le faire maintenant. C'est bon ? Oui ? Merci beaucoup, au revoir. C'est dingue en ce moment. On a des réunions partout, sur une foule de sujets différents. À première vue, Bruxelles a un air de petite ville, de ville de province. Mais quand on la connaît un peu mieux, on découvre que c'est ici que tout se joue. Nous sommes sur le rond-point Schuman. C'est vraiment l'épicentre du pouvoir politique en Europe. On trouve autour de cette place plusieurs grandes institutions de l'Union européenne, comme ici la Commission européenne, là le bâtiment du Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen est à 1 kilomètre d'ici, dans cette direction. Il y a également sur cette place et aux alentours les bureaux d'innombrables officines de lobbying et d'entreprises qui disposent ici d'une antenne chargée de peser sur les décisions de l'UE. Dans cet immeuble là-bas, vous avez les services de lobbying de British Petroleum, de Statoil et du géant du tabac Philip Morris.
Sur l'avenue de Kortenberg, on trouve plein d'autres multinationales, comme le géant de la chimie BASF. Pernod Ricard est installé dans ce bâtiment. Tout l'immeuble est d'ailleurs occupé par des bureaux de lobbying qui travaillent pour General Electric ou encore pour Airbus. Le quartier européen s'étend sur environ 3 ou 4 km². C'était avant un quartier résidentiel, mais il abrite aujourd'hui essentiellement des bureaux, que ce soit ceux des institutions de l'Union ou des organismes de lobbying qui s'efforcent d'influencer les décisions que prennent ces institutions. J'ai un souvenir émerveillé de mon arrivée à Bruxelles. Je venais de finir mon service militaire. Je ne connaissais absolument pas la ville. J'avais quitté l'armée le 1er juillet 1987. Et je devais démarrer le 2, le lendemain, à Bruxelles. J'ai fait la route de nuit avec ma vieille voiture. J'ai eu un peu de mal à trouver mon appartement. Je ne connaissais rien de cette ville, mais j'étais très très heureux d'être là. Je me suis présenté le matin à la Commission européenne, où j'avais décroché un contrat de 2 ans. Ça a vraiment été le début d'une nouvelle vie. Je fais partie du CEO, une organisation militante qui s'intéresse aux activités de lobbying des grandes entreprises et à leur impact. Cela fait plus de 10 ans que je travaille sur ces questions. Nous militons pour faire évoluer la façon dont les décisions sont prises et pour en finir avec le secret qui entoure le lobbying. Bruxelles est la 2e capitale du lobbying de la planète, derrière Washington, qu'elle est d'ailleurs en train de rattraper à toute vitesse. Il y a entre 10 et 20 000 lobbyistes à Bruxelles. Personne ne sait exactement combien ils sont, en raison du manque de transparence qui entoure leurs activités. Les dépenses annuelles de lobbying dépassent largement le milliard d'euros. En ce qui me concerne, et je crois que c'est la même chose pour tous mes collègues du CEO, si je suis ici, c'est parce que je suis indigné. Indigné de constater que ceux qui ont beaucoup d'argent, et notamment les grandes entreprises, ont les moyens de s'immiscer dans le processus de prise de décision et de contrôler ce qui devrait être un mécanisme démocratique. Ce n'est pas ce que l'on attend de la démocratie. Ce n'est pas de la démocratie. Je suis lobbyiste. Pour être plus précis, je fais du lobbying pour l'European Services Forum, dont je suis directeur général. Les membres de l'ESF sont des multinationales, des organisations professionnelles, des banques ou des compagnies d'assurance, comme la Deutsche Bank, la Banque Barclays ou AXA. C'est une affaire de multinationales. Tout le monde croit que les lois sont faites par les institutions de l'Union européenne, à savoir la Commission, le Conseil des ministres et le Parlement européen.
Mais derrière ces institutions, il y a tout un monde parallèle qui travaille à les influencer. C'est en découvrant cela que j'ai commencé à m'intéresser au lobbying. Le lobbying, à l'origine, était une bonne chose. On ne peut pas demander à un législateur de connaître à fond tous les domaines qu'il doit aborder. Il doit donc pouvoir s'en remettre à des conseillers. Le problème, c'est que le lobbying n'est plus tant le fait d'experts que de ce que j'appellerais des tueurs à gages. Les lobbyistes ne sont plus nécessairement experts de telle ou telle question. Ils sont payés par leurs clients pour parvenir à des fins bien précises. Ce qui rend ces tueurs à gages très efficaces, c'est que beaucoup d'entre eux sont des adeptes du pantouflage. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillaient auparavant dans le secteur public, qui l'ont quitté, et qui ont été embauchés par les entreprises dont ils étaient chargés de traiter les dossiers lorsqu'ils étaient dans l'administration. C'est de là que vient la corruption. Elle vient d'un mélange entre l'argent, les lobbyistes et les législateurs. C'est la racine même du problème de la corruption. Nous sommes ici dans les locaux du Parlement européen, où siègent plus de 750 élus. On peut se demander combien de ces élus défendent vraiment les intérêts des citoyens et combien défendent ceux des grandes entreprises. Cela fait des années que j'enquête sur les tractations douteuses qui s'effectuent dans les coulisses du Parlement européen. Il existe une zone trouble où l'intérêt public, que les parlementaires sont censés défendre, et les intérêts privés ont tendance à se confondre. Une enquête menée par des journalistes avec une caméra cachée a permis d'exposer au grand jour certaines de ces activités. Le cas d'Ernst Strasser, leader des conservateurs autrichiens au Parlement européen, est certainement celui qui a fait le plus de bruit. A lobbyist is a lobbyist, yes. And the lobbyist has some special smell. I'm myself something. So we have to be very careful. And I think they make a lot of mistakes, the lobbyists, yeah? Because they think they are the chiefs, yes? Yeah. No, my client is the chief. Yeah. My client is the chief. And you know, Windows, Google, name it, Apple, AT&T, they are here and they lobby, yes, and they have their lobbying companies here. Yeah. It's really interesting how they act, yes? It's really interesting. When you go there as an MEP, this is something, it opens the door in another way as you go in there as a lobbyist. My clients pay me for a year 100,000 euro, yes? I now have hopefully from tomorrow on 6 clients where I make such an advice. All right. Hopefully tomorrow 6. Not, you are not included. You will be the 7th. I will be lucky number 7. Strasser et 2 autres parlementaires européens, un Slovène et un Roumain, ont dû démissionner et font aujourd'hui l'objet de poursuites. And so I only have one chance to lie, yes? So I will be very, very careful on this, because if you once lie, you're dead, yes? And I don't want to be. I want to build up my network and want to use it after my time as an MP. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les activités de ces 3 personnes étaient illégales parce qu'il s'agissait d'élus. Mais le principe même du lobbying, qui permet à certains groupes d'intérêt de peser sur les décisions prises à Bruxelles, est en revanche tout à fait légal, et depuis longtemps.
Au début des années 90, je travaillais pour une organisation écologiste d'Amsterdam, qui collaborait avec d'autres ONG du même genre, un peu partout en Europe. Un jour, pendant l'été 1993, nous avons reçu un fax au bureau. Il venait du sud de la France, d'un groupe écologiste local. Ce groupe se battait contre la construction d'une autoroute dont le tracé passait par la vallée d'Aspe, une zone écologiquement très importante, située dans une région magnifique. Il nous demandait si nous avions des informations sur le rôle de l'Union européenne et en particulier de la Commission dans ce projet autoroutier. Nous nous sommes donc penchés sur la question. Et nous avons découvert que ce projet s'inscrivait dans le cadre d'une initiative beaucoup plus vaste, baptisée Réseau transeuropéen. Ce super projet portait sur le plus grand programme d'infrastructures jamais mis en chantier, pour un budget estimé à 400 milliards d'euros. Des amis suédois nous ont appris peu après qu'un important groupe de lobbying se trouvait derrière tout ça. Ils nous ont en effet demandé si nous connaissions l'ERT, la table ronde des industriels européens. Je n'en avais jamais entendu parler. Je me suis donc mis en devoir de me renseigner sur cet organisme. Je n'ai rien trouvé dans nos archives. Je me suis alors plongé dans la presse économique, un monde qui m'était étranger. En parcourant le Financial Times, l'Economist et divers titres allemands, j'ai finalement découvert l'existence d'un rapport intitulé « Reshaping Europe », « Refaçonner l'Europe », publié peu de temps auparavant. L'information semblait intéressante et nous avons donc commandé ce rapport au siège de la table ronde. J'ai indiqué que j'en avais besoin dans le cadre d'un travail de recherche. Je n'espérais pas obtenir de réponse. Pourtant, quelques jours plus tard, j'ai reçu une grosse enveloppe marron. Il y avait à l'intérieur 3 brochures, intitulées « Les chaînons manquants, les réseaux manquants et Refaçonner l'Europe ». J'ai parcouru les 2 premiers fascicules. C'était étrange, j'avais l'impression d'avoir déjà lu ça quelque part. Eurotunnel, liaison scandinave, corridor des Pyrénées. Je suis retourné dans nos archives. J'ai sorti le projet Réseau transeuropéen de la Commission. Je l'ai lu attentivement, en le comparant avec les autres documents. Ils étaient étonnamment similaires. Les 2 projets étaient presque identiques. C'était comme si la Commission avait fait un copier-coller du projet de la table ronde. J'ai commencé à me poser des questions. Refaçonner l'Europe ? On parlait d'une réunion à Dublin rassemblant 45 chefs d'entreprise, tous à la tête de multinationales représentant des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Des entreprises comme Fiat, Lafarge, British Petroleum, Hearst, Nestlé, Siemens, Shell, Unilever et quelques autres, qui apportaient tout leur soutien au rapport que j'avais entre les mains. Les auteurs étaient 3 chefs d'entreprise, Jérôme Monod, Per Gyllenhammar et Wiese Dekker. Habitant les Pays-Bas, je connaissais Wiese Dekker, le patron de Philips, l'une des plus grosses entreprises du pays. Per Gyllenhammar était à la tête du constructeur automobile Volvo. Jérôme Monod dirigeait la Lyonnaise des Eaux, une grande multinationale française. Les auteurs de ce rapport étaient donc 3 grands patrons, à la tête de 3 des plus grandes entreprises d'Europe. Il s'agissait d'un manifeste politique rédigé par des capitaines d'industrie.
C'était effarant. Ce rapport avait été écrit par 3 grands patrons qui avaient ainsi formulé un ensemble de recommandations sur la manière dont il convenait de changer l'Europe. Mon contrat au sein de la commission s'est terminé en avril 1990. Je me suis dit que j'avais intérêt à chercher du travail là où il y avait de l'argent. Je suis donc allé voir la Fédération bancaire européenne, la FBE, qui m'a embauché comme lobbyiste. J'ai travaillé 9 ans pour la Fédération bancaire européenne. C'est là que j'ai découvert un monde européen parallèle, celui du commerce international. Être lobbyiste, c'est bien sûr disposer de nombreux contacts. J'entretiens des relations avec une centaine de personnes dont l'influence est déterminante. J'ai un rôle de créateur de réseau, de médiateur, voire d'ambassadeur. Et pour être un bon ambassadeur, il faut savoir à qui s'adresser. Je peux dire que je représente environ 80% de tous les exportateurs et de tous les investisseurs du secteur des services. Cela représente, en chiffre d'affaires, disons 50% du PIB de l'Union européenne. Je ne crois pas vraiment à la chance. Ça compte, bien sûr, mais la plupart du temps, il faut surtout savoir la provoquer. Lorsqu'une occasion se présente, c'est à vous de savoir la saisir. En décembre 1993, le réseau d'ONG pour lequel je travaillais avait décidé d'organiser sa réunion annuelle à Bruxelles. Nous étions encore sous le coup de ce que nous avions découvert à propos de la table ronde européenne et de son influence. Il n'existait à l'époque aucune étude sérieuse mettant en évidence le pouvoir qu'exerçaient les grandes multinationales sur la politique de l'Union européenne. Nous nous sommes dit que c'était l'occasion rêvée d'attirer l'attention sur le rôle de la table ronde. Nous avons donc réfléchi à ce que nous allions faire et nous avons décidé de mener une action spectaculaire. Nous avons rédigé un communiqué de presse et le lendemain, à la première heure, nous nous sommes présentés au siège de la table ronde. L'un d'entre nous a sonné à la porte et a expliqué à la secrétaire qu'il était étudiant et qu'il avait besoin de certains documents pour ses recherches. Lorsque la porte s'est ouverte, nous nous sommes tous engouffrés à l'intérieur et nous avons investi les locaux de l'organisation. Je me souviens très bien. J'avais un rendez-vous le matin et je suis arrivé au bureau en milieu de matinée. Il y avait des banderoles partout et tous ces visages que je ne connaissais pas. J'ai demandé ce qui se passait, à quoi ça rimait. Ils m'ont répondu qu'ils avaient décidé d'occuper nos locaux. Ils cherchaient peut-être l'affrontement. Ils voulaient peut-être que j'appelle la police pour qu'elle les mette dehors, mais ça ne m'a pas semblé être la bonne solution. Finalement, il se trouve que nous avions programmé un déjeuner entre collègues. J'ai donc emmené mes collaborateurs au restaurant et nous avons laissé là les activistes. La réaction des gens de la table ronde nous a surpris. Ils sont allés discuter dans un bureau et puis ils sont partis. Nous avons alors décidé de nous servir de leur mailing pour envoyer notre communiqué à la presse internationale. Nous pensions que les médias allaient se passionner pour l'occupation de cette officine obscure qui abritait en fait un puissant groupe de pression. Nous avons vite déchanté.
Je crois que nous avons eu un appel d'un journal plus une émission de radio qui s'est vaguement intéressée à notre action. À part ça, silence total. Nous ne savions pas quand les employés de l'organisation allaient rentrer. Il y avait divers documents de synthèse à droite, à gauche sur les bureaux, et il y avait aussi des archives, parfaitement classées et tenues à jour. Nous avons donc décidé de copier le plus de choses possible. Nous avons notamment trouvé des courriers, des requêtes de la table ronde européenne à divers gouvernements européens, ainsi qu'à la Commission, avec les réponses correspondantes. Ces documents montraient de manière manifeste que cette organisation avait partout ses entrées et qu'elle exerçait une influence incroyable. Nous nous sommes rendus compte que les origines de la table ronde européenne remontaient au début des années 80. Au début des années 80, l'Europe était économiquement à la traîne. Le Japon était en plein essor et les États-Unis apparaissaient comme une force solide. Les Européens, eux, craignaient vraiment de se retrouver distancés. C'est à cette époque que Per Gyllenhammar, le PDG de Volvo, a évoqué l'éventuelle mise en place d'une sorte de nouveau plan Marshall pour l'Europe. Il était connu pour son goût de la politique. Il adorait être sous les projecteurs. Il a donc concocté une liste de patrons de multinationales, de décideurs susceptibles de réfléchir ensemble à des pistes permettant de trouver une solution au malaise économique de l'époque. Le membre de la commission qui a vraiment joué un rôle central, c'est un Belge, Étienne Davignon. Il avait une expérience à la fois de diplomate et d'homme d'affaires, et il voyait bien qu'il y avait un vide. Il disait « Si je veux parler à l'industrie européenne, je n'ai pas d'interlocuteur ». Quand j'étais commissaire en charge des affaires industrielles, j'ai pu constater qu'il y avait un déficit de contact entre la Commission et les opérateurs économiques. Les seules relations qui existaient à l'époque s'exerçaient par le canal des fédérations de l'industrie à un niveau, disons, très officiel. Mais il n'y avait aucun contact direct avec les dirigeants d'entreprise. Je me suis dit qu'il y avait là un manque. Nous avons donc décidé de mettre en place un groupe d'industriels, la future table ronde européenne, pour avoir leur point de vue. On y trouvait les Agnelli, qui étaient à la tête de Fiat, en Italie. Visse Decker, le patron de Philips, aux Pays-Bas. Per Gyllenhammar, le patron du suédois Volvo. Les dirigeants de Siemens, des grandes entreprises de chimie allemandes, des Français, des Espagnols, des Britanniques. Une poignée de hauts dirigeants qui présidaient aux destinées des plus grandes entreprises d'Europe et qui avaient envie de discuter politique avec les gens qui étaient aux commandes de la machine administrative européenne. C'était la première fois que des multinationales s'organisaient délibérément et politiquement au niveau européen pour tenter d'influencer la politique européenne. Ces gens-là ont donc rencontré Jacques Delors, qui était le président visionnaire de la Commission de l'époque. Et ils se sont rendus compte que celui-ci pensait exactement comme eux. Ils ont donc décidé de travailler ensemble et de mettre leurs idées en commun. C'était une véritable avancée. Quand j'étais à l'école, en pension, j'étais en pension, mais je n'avais pas choisi d'y aller. Ce sont mes parents qui avaient décidé de m'y envoyer.
En pension, donc, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, auquel j'ai dû m'adapter très vite. C'est là que j'ai compris que si je ne prenais pas ma destinée en main, j'allais être une victime. Je crois que quand on veut parvenir à quelque chose et qu'on met tous les atouts de son côté, on y arrive. Je suis un médiateur. C'est probablement le terme qui me décrit le mieux. Les gens pensent souvent que le lobbying est un peu un sale boulot, mais ce métier consiste essentiellement à tisser des liens, à établir des contacts entre les personnes. Bonjour. Bonjour. En fait, le monde est tout petit. Au bout du compte, les gens qu'il faut toucher dans notre métier sont de moins en moins nombreux. Quand on connaît la bonne personne, une centaine de contacts suffit. Tous les autres ne font que graviter autour. You know that actually it's next week I have an appointment with someone from the Thai delegation, Taiwan delegation, and you know talking in Brussels, talking about the cross. Companies are global. Les entreprises se sont mondialisées. Les entreprises américaines, chinoises, indiennes, taïwanaises sont aujourd'hui mes alliés. Nous travaillons ensemble dans un même but, ouvrir davantage le marché. J'ai des amis dans d'autres pays. Ensemble, nous avons créé la Global Services Coalition, dans le cadre de laquelle nous nous efforçons ensemble de tous faire pression dans le même sens. Mais pour y parvenir, l'idéal est de trouver un accord au sein de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Okay, we're going. Hey Ivano, how you doing? Comment ça va? Qu'est-ce que tu nous fais? Enchanté. Enchanté, comment allez-vous? Pascal Carnet, the European Services Forum. Merci beaucoup de... Virtually out of them, these are my nearly last ones. Thank you very much. Tu les as finis? Bah, écoute, tu peux pas venir à des réunions sans avoir des business cards quand même. I had a stack like this. Oui, j'ai fini. Ah bah... Écoute, moi quand je viens en voyage comme ça, je prends une boîte entière. Hein. Ok, shall we go? Yeah. Shall we go? Le lobbying, ce n'est pas transmettre un message une fois, c'est le marteler jusqu'à ce qu'il rentre. Nous travaillons sur le long terme. Mon métier n'est pas de prétendre changer le monde en un jour. L'Union européenne est née en 1993. On nous l'avait vendue comme un projet politique. Mais les lettres que nous avions découvertes en décembre contredisaient cette version. L'Union européenne avait-elle été élaborée par la Table ronde européenne dans le cadre d'une stratégie globale au même titre que le projet de réseau européen ?
Le message que voulait faire passer la table ronde européenne, c'était celui de tous les grands milieux d'affaires. Mais ce qui faisait vraiment peur dans cette histoire, c'était les liens personnels entre cette organisation et plus particulièrement les membres de la Commission européenne. Les documents que nous avions trouvés montraient que la table ronde et la Commission européenne se rencontraient régulièrement. Le ton des échanges était presque amical. Or, tout cela se passait dans le plus grand secret. La table ronde et la Commission européenne travaillaient main dans la main. Chaînon manquant paraît en 1984. Dans la foulée, la Commission européenne met en place un groupe de travail en partenariat avec la table ronde, exactement sur le même sujet. En janvier 1985, Wiese Dekker, le PDG de Philips, présente son projet Europe 1990 et son plan d'action pour le marché unique. 10 jours plus tard, Jacques Delors, le nouveau président de la Commission européenne, prononce devant le Parlement européen un discours sur le marché unique, qui semble être l'écho du projet de Dekker. Mesdames et messieurs les députés. En juin 1985, le vice-président de la Commission, Lord Cockfield, publie le fameux livre blanc sur le marché unique, qui est un copier-coller du plan de Dekker. Tous les 6 mois a lieu un sommet de l'Union européenne. Et tous les 6 mois, la table ronde se réunit quelques jours avant l'UE. Le lieu et la date exacte de la réunion sont confidentiels, mais le rendez-vous est pris 2 ans à l'avance. Ils se réunissaient à ce niveau 2 fois par an. Ils étaient chacun responsables à tour de rôle de l'organisation de la réunion. Ils se retrouvaient généralement dans des endroits prestigieux. Nous nous sommes par exemple retrouvés à l'Opéra de Milan, dans les salles d'un grand musée allemand, dans un palais de la famille royale d'Angleterre à Londres. Généralement, le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères du pays hôte était invité à prendre la parole. Il faut comprendre que la table ronde européenne était un club de grands chefs d'entreprise qui fonctionnait comme tel. Il n'y avait pas de délégués. Ils étaient tous là en personne pour discuter avec leurs pairs sur un pied d'égalité. Ça fonctionnait donc comme n'importe quel club, un club de joueurs de fléchettes par exemple. Toutes les rencontres se passaient de cette manière. Ils y consacraient tous 48 heures de leur temps, ce qui est beaucoup, puis repartaient chez eux. Nous espérions qu'ils diffuseraient ensuite le message autour d'eux, dans leurs pays respectifs, auprès de leurs pairs, des membres du gouvernement et de la classe politique, qu'ils en parleraient plus largement, en expliquant que nous devions bâtir une Europe plus efficace, et que sans l'Europe, nous étions perdus. Le message à faire passer lors du sommet des chefs de gouvernement de l'UE qui devait se tenir quelques jours plus tard était clair. Il faut adopter le marché unique, faire l'union monétaire, assouplir le marché du travail, déréglementer, réduire les services publics et adopter des mesures d'austérité. Etc., etc. C'était point par point le programme néolibéral de l'époque. Nos soupçons ont été confirmés par une universitaire américaine qui avait décidé de travailler sur le sujet, Maria Greencowles. J'avais envie de faire une étude sur l'Europe et sur l'Union européenne en particulier. Aux États-Unis, on ne savait pas grand-chose du programme de marché unique. Ce sont finalement des hommes d'affaires américains qui ont porté la question devant le Congrès. Et tout d'un coup, on a commencé à parler de la forteresse Europe, de la création par la communauté européenne de l'époque d'une entité qui allait se fermer aux entreprises américaines. Je me suis alors demandé si le secteur privé n'avait pas joué un rôle dans cette initiative.
D'après ce que j'avais pu lire et ce qui avait été publié à l'époque, le projet semblait essentiellement d'origine gouvernementale. Mais lorsque j'ai commencé à rencontrer des gens en poste à Bruxelles, c'est une réalité bien différente qui s'est progressivement révélée. J'ai parlé avec des chefs d'entreprise et en particulier avec les responsables des affaires générales de grands groupes. Et je leur ai demandé de m'expliquer comment s'étaient passées les choses. Chacun m'a apporté un petit morceau du puzzle. Et j'ai rencontré Keith Richardson. Il a élargi mes perspectives. Il me donnait des idées, me dirigeait vers d'autres personnes. Et puis je revenais lui poser des questions. Il pouvait parfois y répondre, mais pas toujours. Finalement, un jour, je crois que c'était mon 7e entretien avec Keith, je lui ai dit « Écoutez, j'ai pas mal de matière avec toutes ces interviews que j'ai pu obtenir, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est voir des documents écrits. » Il m'a répondu qu'il avait effectivement 2 ou 3 cartons dans la cave remplis de papiers concernant la table ronde européenne. « Ça fait des années qu'ils sont là, m'a-t-il dit. Ce sont de vieilles archives. » Et là, bien sûr, ça a fait tilt. Maria Green-Cowles a notamment découvert un telex de Wiese Dekker, le PDG de Philips. Ce grand patron avait écrit au chef d'État en décembre 1985, juste avant la signature de l'acte unique européen qui marque le début de l'instauration du marché unique. Le message de ce telex était en gros le suivant. Nous ignorons ce que vous allez faire, mais nous attendons une action de votre part. Vous pouvez aller dans un sens ou dans l'autre, mais sachez que si vous décidez de ne pas adopter de programme pour un marché unique, vous nous obligerez peut-être à aller poursuivre ailleurs nos activités. La menace était claire. La table ronde européenne représentait 60% de la production industrielle de l'Europe de l'Ouest. C'était un pur chantage. Pourquoi aucun gouvernement n'a-t-il fait état du telex de Dekker, ni des autres menaces qui ont suivi? Alors qu'ils sont composés d'élus, censés nous représenter. Nous nous sommes sentis trahis. Et nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait que le grand public soit mis au courant. Et nous avons décidé de sortir un livre sur cette affaire. Pour compléter notre enquête, nous sommes allés interviewer les gens, mais sans dire qui nous étions. Eric était la personne idéale pour faire ça. À l'époque, il était assez facile d'obtenir une carte de presse. Il suffisait de dire qu'on travaillait pour tel ou tel journal pour être considéré comme journaliste. Ce n'était pas complètement faux, mais pas non plus complètement vrai. Au milieu des années 90, la table ronde européenne était partout. Au sein des comités consultatifs conseillant la Commission, dans les groupes d'experts, dans les organismes de recherche, dans les clubs de réflexion. Pour certains, ce n'était plus un groupe de lobbying, mais une partie intégrante des institutions de l'Union. Ce n'était pourtant qu'un groupe de pression parmi tant d'autres à Bruxelles, qui en compte plus de 2000, entre les fédérations professionnelles, les cabinets conseils, les spécialistes d'affaires publiques et les groupes de réflexion. Nous nous sommes donc plongés dans le monde des lobbies. Finalement, au printemps 1997, nous avons réuni les résultats de nos investigations et de toutes ces interviews dans un rapport intitulé « Europe Inc ». Nous avons décidé de le publier au moment du grand sommet de l'Union européenne, prévu cette année-là à Amsterdam. Toute la presse serait là, ça allait faire du bruit. Nous étions prêts pour le lancement. 1h30 avant la conférence, les premiers sympathisants ont commencé à arriver. Mais quasiment aucun journaliste n'est venu. Notre première manifestation publique n'avait pas rencontré son public. On était déçus, bien entendu. On pensait avoir déniché des informations explosives qu'on présentait dans un bel emballage, et la presse n'a absolument pas suivi. C'était une grosse déception.
Les entreprises qui investissent à l'étranger se heurtent très souvent à des pratiques discriminatoires qui favorisent les entreprises locales. Les pouvoirs publics refusent parfois de leur accorder une licence, font traîner les choses ou les taxent lourdement. Ils s'évertuent à leur mettre des bâtons dans les roues. Elles ne peuvent pas jouer à jeu égal et cela tourne en leur défaveur. Mon travail consiste à faire disparaître ces problèmes, qui sont parfois de véritables barrières. Quand j'étais petit, l'un de mes jouets préférés était un globe terrestre qu'on m'avait offert à Noël. Je regardais souvent cette planète, avec tous ces pays, et ça me faisait rêver. Et je me disais, un jour, j'espère que je pourrai voyager. Nous venons de réaliser une très ambitieuse opération d'ouverture et de réglementation du marché, qui renforce le dispositif réglementaire des échanges multilatéraux et, ce qui est peut-être encore plus important, permet l'avènement d'une organisation mondiale du commerce plus forte. J'ai commencé à travailler sur les négociations du GATT concernant les services financiers et je me suis tout de suite dit que ça m'intéressait et que c'était ce que je voulais faire. Ce qui est intéressant dans le commerce international, c'est qu'un traité signé par l'Union européenne, même s'il ne fait pas partie de la législation communautaire, s'y substitue d'office. Et tous les pays membres de l'Union européenne sont obligés de respecter les traités signés par cette dernière. Nous sommes arrivés au terme du plus ambitieux cycle de négociations sur le commerce jamais entrepris. En tant que négociateur représentant les 117 gouvernements impliqués, vous avez abouti à un résultat extraordinaire. Avec votre accord, je déclare les négociations de l'Uruguay Round terminées. Le marché intérieur de l'Union européenne prenait une importance considérable. C'était une région riche avec un PIB par habitant élevé. Quand l'Union européenne négociait en tant que telle, elle avait un réel pouvoir, car elle était numéro 1 au niveau des exportations, des importations et des investissements à l'étranger. Mais Sir Leon Brittan, le commissaire de l'Union européenne chargé du commerce, se plaignait qu'à chaque fois qu'il était amené à négocier avec les États-Unis, il se retrouvait face à son homologue américain qui, lui, était soutenu par les dirigeants des grandes banques et des grandes compagnies d'assurance de son pays, qui lui disaient « Sois sympa, fais ça pour nous, rends-nous ce service ». Alors que Sir Leon Brittan n'avait derrière lui qu'une poignée de ministres, qui le freinaient sans cesse et restreignaient sa liberté de mouvement, ce qui le mettait dans une situation inconfortable. Nous avons alors découvert qu'il y avait à Washington une armée de lobbyistes qui étaient là pour dire à leur gouvernement ce qu'ils attendaient des négociations sur le commerce. Et nous avons compris qu'il fallait faire pareil. C'était une nécessité dans le cadre des nouvelles institutions européennes. L'UE ne pouvait pas se contenter des informations que lui fournissaient ses États membres et les experts des différents ministères des Finances. Elle avait besoin de savoir directement ce que pensaient les banques et les compagnies d'assurance. L'Organisation mondiale du commerce a été imaginée à un moment où le monde connaissait une importante vague de privatisation. La pensée dominante voulait que ce qui était bon pour les grandes entreprises était bon pour la société en général, et qu'il fallait donc leur laisser un maximum de liberté. En octobre 1997, j'ai pris le train pour Paris, pour me rendre à une réunion qui devait rassembler des militants du monde entier afin de discuter d'un accord sur le commerce qui était en cours de négociation à huis clos au siège de l'OCDE. Les négociations portaient sur l'accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI, qui concernait les investissements internationaux. Vu de l'extérieur, ça paraissait assez anodin. Pourtant, concrètement, c'était une offensive en règle, potentiellement dangereuse pour la démocratie.
L'accord multilatéral sur l'investissement avait été concocté par quelques-unes des plus grosses entreprises de la planète et un certain nombre d'organisations professionnelles. L'objectif était d'empêcher les gouvernements de réguler les activités de ces grands groupes, les mouvements de capitaux et les investissements. L'accord était extrêmement contraignant pour les gouvernements. Il leur liait les mains en matière de réglementation, tout en accordant aux grands groupes une série de droits nouveaux, leur permettant d'échapper à toute réglementation et d'attaquer en justice un gouvernement. S'il avait été adopté, ce texte aurait par exemple obligé un gouvernement souhaitant renforcer la protection de l'environnement à dédommager les entreprises étrangères. Même chose s'il voulait améliorer le code du travail, garantir l'égalité des sexes ou encore taxer le capital. L'AMI aurait même permis aux entreprises de demander à être indemnisées pour un éventuel manque à gagner entraîné par l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle réglementation, ce qui est totalement contraire à toute logique, y compris à celle du libre-échange. Les négociations se déroulaient dans le plus grand secret et à huis clos. Mais heureusement, il y a eu une fuite. Des militants canadiens ont réussi à se procurer une copie numérique du projet officiel. La fuite a manifestement été le fait d'un fonctionnaire attaché au principe de la démocratie dont nous respecterons l'anonymat. Nous avons publié le texte sur un site internet avec des commentaires pour permettre au commun des mortels de comprendre de quoi il retournait. Quand l'affaire a été rendue publique, il s'est avéré que plusieurs gouvernements européens n'étaient même pas au courant. Finalement, la France a mis son veto. Le secteur privé avait réussi à faire rédiger un AMI à sa convenance, mais son action avait finalement été contre-productive. Mais même après l'échec des négociations sur l'AMI au sein de l'OCDE, le commissaire Leon Brittan ne s'est pas avoué vaincu. Il a tenté de relancer l'initiative, en la baptisant autrement et en l'inscrivant dans le cadre des discussions sur la création de l'OMC. Grazie, signor commissario. À un moment donné, le commissaire européen au commerce, Sir Leon Brittan, s'est dit « Bon, les associations ne prennent pas vraiment l'affaire au sérieux. Je vais inviter à dîner une quarantaine de patrons des grandes entreprises de services présentes en Europe. » Ça concernait donc les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, les géants de la distribution et du transport, les grands spécialistes du tourisme. Ensemble, tous ces secteurs représentent environ 70% du PIB de l'Europe. Il a donc invité 40 dirigeants à dîner et à la fin du repas, il leur a dit « Bien, vous avez mangé ce soir aux frais de la commission. Vous me devez quelque chose. J'ai un service à vous demander. » Les gens pensent parfois que les idées viennent comme ça, spontanément, à la commission. Mais ce n'est pas le cas. La Commission attend des acteurs économiques qu'ils émettent des idées pour l'aider à définir ses priorités d'action en fonction de ce qui est dans l'intérêt de l'Europe. On a alors pensé mettre en place un réseau d'associations et d'entreprises assurant la promotion des conceptions du secteur privé en matière de commerce et de services. Et je suis donc devenu directeur général de l'European Services Forum. Nous étions en janvier 1999, 11 mois avant le sommet de Seattle, première conférence ministérielle de l'OMC depuis sa création en 1994. L'idée était que cette réunion allait donner le coup d'envoi au Millennium Round, auquel Sir Leon Brittan était tant attaché. Depuis fort longtemps, la Commission part du principe que les négociations relatives au commerce doivent avant tout servir les intérêts des grandes entreprises européennes. Ainsi, par exemple, quand nous demandons à la Commission de nous communiquer des documents comme des courriers, des comptes rendus de réunions, pour essayer de suivre le déroulement des débats sur le commerce,
Elle traite nos requêtes comme des actes hostiles. Elle efface les éléments essentiels, tout ce qu'elle ne veut pas que nous sachions, comme si nous étions ses ennemis. Sir Leon Brittan n'a finalement pas fait le voyage à Seattle. Toute la commission a en effet été contrainte de démissionner en raison des fraudes massives dont certains de ses membres s'étaient rendus complices. Et à Seattle, le Millennium Round a pris un tour inattendu. J'étais descendu à l'hôtel Hilton et la conférence se déroulait au Sheraton, à 500 mètres de là. Et je n'ai pas pu quitter mon hôtel à cause d'un manifestant allongé devant la porte et qui bloquait la sortie. Il y avait un policier à côté de lui et je lui ai demandé « S'il vous plaît, est-ce que je peux sortir? J'aimerais aller travailler. » J'étais censé participer au lancement du Seattle Round, inaugurant un nouveau cycle de négociations en vue de la libéralisation du secteur des services. Je me souviens que Pascal Lamy, le commissaire au commerce, avait réussi à rejoindre sa voiture, mais que celle-ci avait été bloquée par les manifestants. Et pas un policier ne leur avait demandé de reculer de 5 mètres pour laisser passer ce haut fonctionnaire et lui permettre d'aller travailler. Je sais que de nombreuses ONG accusent l'ESF d'être une organisation secrète qui se réunit clandestinement avec la Commission européenne. Pourtant, tout est sur notre site internet. Quand je contacte des responsables de la Commission en charge de mon dossier, je fais simplement mon travail. Si quelqu'un veut faire la même chose, les numéros de téléphone sont sur internet. Je fais mon boulot, rien de plus. Si la Commission entretient des relations avec l'ESF, c'est parce qu'elle souhaite savoir ce que pensent les professionnels du secteur des services avant de négocier en leur nom. Car c'est bien de ça qu'il est question. Le commerce est l'affaire des entreprises, pas des ONG. Nous sommes au dîner annuel des Amis de l'Europe, une importante organisation de Bruxelles qui rassemble une foule de gens originaires de différents pays, de différents horizons, professionnels et personnels, mais qui réunit un même intérêt pour le développement de l'Europe, pour l'amélioration de son fonctionnement, pour la poursuite de sa construction. C'est ce que l'on appelle un think tank, un club de réflexion. Les clubs de réflexion de Bruxelles viennent combler un vide qui existe au niveau de l'Union européenne. Ils compensent l'absence de débat public. Ils permettent à un certain débat de se développer au sein de la bulle bruxelloise. On y trouve des responsables politiques nationaux, des professionnels de la politique européenne, des fonctionnaires, des eurocrates endurcis, des diplomates, des hommes d'affaires, des universitaires, toutes sortes de gens. Bruxelles ressemble un peu à un village. Tout le monde se parle. Quand je travaillais pour la table ronde européenne, mon travail consistait notamment à entretenir les contacts. Les clubs de réflexion ne sont pas des lobbies en soi, mais ils font partie du paysage et du système de lobbying, car les entreprises s'en servent pour faire passer leurs demandes et leurs points de vue. Et tous sont en grande partie financés par le secteur privé. Ils ont plusieurs sponsors, dont Microsoft. Les entreprises américaines sont très présentes en Europe, et notamment Microsoft. Pourquoi pas ? Bruxelles comptait à une époque des clubs de réflexion directement financés par l'industrie pétrolière et qui avaient pour mission de s'interroger sur la réalité du changement climatique et sur la nécessité pour les gouvernements d'imposer des réductions d'émissions de CO2. N'importe qui peut créer un institut de recherche chargé de fournir des arguments à l'appui de telle ou telle thèse. On peut ensuite lancer des campagnes de sensibilisation massive en inondant la presse des informations qu'on souhaite qu'elle publie.
On peut aussi mettre en place des ONG factices, comme ça a été le cas lors de la bataille concernant la loi sur les brevets de logiciels. On a vu soudain fleurir un peu partout des annonces publicitaires émanant d'une ONG qui disait représenter les PME, mais qui étaient en fait financées par Microsoft et SAP. En fin de compte, c'est une question d'argent. En démocratie, c'est un individu, une voix. Mais dans les milieux bruxellois, c'est 1 euro, une voix. Le problème, c'est que nous ne savons rien de l'argent qui circule dans les coulisses de la politique. Nous ne savons pas qui dépense combien en activités de lobbying et sur quelles questions. Il faut soumettre ce système au contrôle démocratique. Il faut que le rôle du lobbying dans le processus de prise de décision de l'Union européenne soit exposé au grand jour. Quel est le rôle d'une grosse société comme Monsanto ou Shell? Quel rôle peuvent jouer le gouvernement chinois ou le gouvernement russe dans les décisions qui sont prises à Bruxelles? Je me souviens de l'une de mes premières auditions devant la Commission européenne. Je suis tombé des nues. L'un des commissaires m'a interrompu pour me dire « Écoutez, nous savons parfaitement que vous avez un problème avec le lobbying aux États-Unis. Mais nous sommes à Bruxelles. Ici, c'est l'Europe et ça ne se passe pas comme ça chez nous. » J'avoue que j'ai été estomaqué devant une telle candeur. Je leur ai répondu que, d'accord, j'admettais que bon nombre d'habitués de K Street, la rue où les lobbyistes se sont regroupés à Washington, étaient peut-être corrompus. Mais que je savais aussi pertinemment que toutes les grandes officines de lobbying de K Street avaient une officine à Bruxelles. Nous sommes dans votre lit, ma chère Europe. Et si vous pensez que nous sommes si corrompus, n'aimeriez-vous pas savoir qui nous sommes et qui nous paie, ainsi que les faveurs que nous aimerions obtenir de vous? Nous nous sommes longtemps battus pour que le lobbying soit réglementé. Et puis en 2004, une nouvelle commission a été mise en place avec pour la première fois la participation de 10 pays d'Europe de l'Est. Lorsque cette commission a commencé ses travaux à l'automne 2004, nous avons adressé à son président, José Manuel Barroso, une lettre ouverte signée par une bonne cinquantaine d'ONG. J'aimerais simplement vous remercier très sincèrement pour la confiance que vous venez d'exprimer et de me témoigner. Je suis bien conscient du fait que cette confiance implique d'énormes responsabilités de ma part. Nous allons travailler dur en nous consacrant entièrement au service de l'Europe, au service des institutions de l'Union européenne et au service de tous nos concitoyens européens. Pour toute réponse, nous avons reçu une courte lettre formelle qui disait « Nous avons bien reçu votre courrier. Merci. Nous l'avons lu avec un vif intérêt. » Pas un seul élément de réponse concret. Alors nous avons adressé une lettre similaire à tous les vice-présidents de la Commission. Et finalement, fin février, nous avons été contactés par le bureau de Siim Kallas, le commissaire estonien chargé de l'administration qui nous invitait à venir le rencontrer. Nous nous sommes donc rendus dans les bureaux de M. Kallas, qui se trouvaient quelque part dans les derniers étages. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. C'était la première fois qu'un membre de la Commission demandait à nous voir. C'était assez excitant. Nous avons été accueillis par M. Kallas en personne et par l'un des membres de son cabinet. Il tenait à la main une brochure qui nous a fait sourire. C'était un petit guide de la planète lobby de Bruxelles, un réquisitoire ironique contre les activités des lobbyistes au sein de l'Union, que nous avions écrit, Eric et moi, en collaboration avec d'autres militants.
Quand j'ai pris mes fonctions de commissaire chargé de l'administration, j'ai tout de suite constaté que la manière dont étaient prises les décisions au sein de l'Union européenne suscitait bien des interrogations. Et je me suis donné pour mission de lever une partie au moins des soupçons que les gens éprouvaient. Kallas nous a dit qu'il allait lancer une initiative européenne pour la transparence. Et nous avons vu tout de suite qu'il y avait là une vraie opportunité politique. Venant de l'extérieur, il comprenait parfaitement la vision que le citoyen lambda pouvait avoir de Bruxelles. Siim Kallas a donc décidé de s'attaquer au monde des lobbies. La Commission européenne est convaincue de la légitimité des activités des représentants d'intérêt et de la valeur de leur contribution au processus de prise de décision. Cependant, les choses doivent se dérouler dans la transparence. La Commission estime important de savoir qui sont les représentants d'intérêt, la nature exacte de ces intérêts et les modalités de leur financement. J'avais beaucoup travaillé sur ce discours. J'y avais mis toute mon énergie. J'y ai présenté, dans ces grandes lignes, l'initiative pour la transparence, en insistant sur ce qu'il fallait faire. L'accueil a bien entendu été passionné. Ça a suscité un certain nombre de réactions diverses et variées. Sans transparence financière, on ne saura jamais qui se cache derrière ces sociétés. Quand un avocat est-il avocat? Et quand est-il lobbyiste? Un peu plus de contrôle de notre action ne nuira pas à notre image auprès des électeurs. La transparence ne doit pas nous empêcher d'avoir des contacts avec la vraie vie, avec les groupes d'intérêt comme de non-intérêt. Merci, je suis persuadé que le commissaire Kallas le comprend fort bien. Lorsque l'Union européenne a voulu mettre en place son initiative pour la transparence, elle a cherché à savoir comment nous avions fait aux États-Unis. On m'a donc demandé 5 ou 6 fois de venir témoigner devant la Commission européenne et le Parlement européen. Très honnêtement, la première fois que je l'ai rencontré à la Commission européenne, Siim Kallas m'a fait une forte impression. C'est vraiment lui qui a fait comprendre à son organisation la nécessité de pratiquer la transparence. Au départ, il tenait absolument à mettre en place un système d'enregistrement obligatoire pour une transparence totale. Mais il a finalement dû composer avec la réalité politique. Épuisé par 3 années d'efforts et de frustration politique, Siim Kallas annonce enfin la création d'un fichier des officines de lobbying. Bonjour. Bon après-midi plutôt. C'est aujourd'hui un grand moment. Il y a 3 ans, j'avais proposé de mettre en place un registre des lobbyistes afin d'améliorer la transparence et de renforcer la légitimité du processus de prise de décision au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons finalement opté pour une inscription à ce registre sur la base du volontariat. Une solution acceptable, je crois, pour tous. Je pense que nous vivons aujourd'hui un grand moment, un tournant culturel concernant cet aspect de la prise de décision au sein des institutions européennes. Contre toutes les recommandations des ONG et des experts, Siim Kallas a finalement mis en place un système d'enregistrement volontaire. Il n'a jamais pu obtenir davantage. Depuis plus de 2 ans, nous essayons de savoir qui l'a empêché de mener à bien son projet initial. Certains de ses collègues au sein de la Commission? Le secrétariat général de la Commission? Les lobbyistes eux-mêmes? Chaque année, la grande famille des lobbyistes de Bruxelles s'auto-congratule, distribuant prix et récompenses à ses membres les plus méritants.
Je vais suivre l'exemple de mes prédécesseurs. Je sais que je ne suis pas censé faire un discours, mais j'aimerais quand même dire 2 ou 3 mots. Nous n'étions pas certains, nous, les amis de l'Europe, de pouvoir poursuivre notre mission. Pourquoi ? Parce que le commissaire Kallas ne sait pas faire la différence entre un club de réflexion et une officine de lobbying. J'ai réfléchi à la question et je me suis dit que nous étions là, nous, les amis de l'Europe, comme d'autres clubs de réflexion, pour faire valoir une certaine diversité de points de vue. Et vous, qui êtes chargé des relations publiques, vous nous aidez à faire connaître ces points de vue. Cette récompense est à nos yeux très importante, car c'est vous qui êtes les mieux placés pour savoir comment doit s'organiser le débat politique en Europe. Et c'est vous qui l'organisez. Merci beaucoup. Un mois après le début de la crise financière, en octobre 2008, José Manuel Barroso met en place un groupe indépendant d'experts de haut niveau sur la supervision financière. Ce comité est chargé d'élaborer des propositions de régulation des marchés financiers et de trouver une stratégie de sortie de la crise. Il se compose de 8 sages nommés par M. Barroso. Jacques de la Rosière, Rainer Massera, Onno Ruding, Otmar Issing, Callum McCarthy, Leszek Balcerowicz, José Pérez Fernández et Lars Nyberg. Nous avons examiné les curriculum vitae de ces experts indépendants et nous avons trouvé des choses étonnantes. Jacques de la Rosière est coprésident d'un organisme de lobbying financier. Massera est lié à Lehman Brothers. Ruding à Citigroup. Issing à Goldman Sachs. McCarthy, Nyberg et Balcerowicz sont des partisans notoires de la déréglementation. Et le métier de Pérez Fernández consiste à renseigner les grandes banques sur l'état des marchés financiers. 3 de ces 8 sages sont liés à des banques américaines, toutes directement responsables de la crise en cours. Balcerowicz est en outre très proche de certains clubs de réflexion américains marqués très à droite, comme l'Institut Cato, qui conseillait notamment l'administration Bush. Il est également lié à d'autres clubs néolibéraux de Bruxelles, de Pologne et du Royaume-Uni. Pas un seul de ces 8 sages n'était favorable à une véritable régulation des marchés. Pas un seul n'était vraiment indépendant. Et les travaux de ce groupe n'ont eu strictement aucun effet sur la crise. Le principal résultat de cette initiative a été un renflouement massif des banques par de l'argent public. Après 20 ans de déréglementation et de libéralisation de son économie, l'Union européenne se retrouve soudain au bord de l'implosion. Est-ce là ce que voulaient les Européens ? Est-il vraiment naïf de rêver d'une autre Europe ? Toute cette affaire a un terrible goût de déjà-vu. Les mêmes institutions financières qui ont été renflouées avec l'argent des contribuables amassent aujourd'hui des fortunes en profitant de l'infortune de la Grèce. Et ce sont ces mêmes contribuables qui en paient le prix sous forme de réduction drastique des salaires et des prestations sociales.